Quand on parle de maisons hantées, il y a des noms qui reviennent toujours, des lieux devenus mythiques, avec leur histoire de fantômes, de malédictions et de drames. Mais voilà le problème, et si tout ça n'était pas aussi vrai qu'on le pense? Comment ces maisons sont devenues des légendes mondiales, et pourquoi elles ne sont peut-être pas si hantées que ça? La maison d'Amityville au 112 Ocean Avenue à Long Island. C'est ici qu'un drame sanglant a eu lieu en 1974, avant de devenir le théâtre d'une célèbre histoire de fantômes. L'histoire débute par un fait divers tragique, bien réel. Le 13 novembre 1974, dans la petite ville d'Amityville, un jeune homme du nom de Ronald Defoe Jr. va assassiner 6 membres de sa propre famille dans leur maison. Et ce massacre va choquer l'Amérique. Père, mère, frères et sœurs sont tous retrouvés abattus dans leur lit. Ronald affirmera plus tard avoir entendu des voix lui dictant de commettre ces meurtres, ce qui a contribué plus tard à alimenter la dimension surnaturelle de l'affaire. Quoi qu'il en soit, Ronald va être arrêté, jugé et condamné à la prison à vie en 1975. Quelques mois après le drame, fin décembre, la famille Lutz, George et Cathy et leurs 3 enfants vont emménager dans la grande maison coloniale, au bord du canal, acquise à un prix cassé. Forcément, parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans cette maison, qui voudrait aller habiter là? Pas moi. En achetant la maison, ils savent ce qui s'est passé, mais ils décident quand même d'y vivre. Grave erreur ou pur coup de bluff. Mais selon leur récit, les Lutz ne tiendront que 28 jours dans la maison. Mois de janvier 1976. En pleine nuit, affolés, ils vont fuir en laissant tout derrière eux, affirmant avoir été terrorisés par des phénomènes paranormaux. Et c'est là que va naître la légende d'Amityville comme on la connaît à peu près tous. La maison serait hantée par des maléfiques entités liées au meurtre. Portes qui claquent, bruits étranges, visages démoniaques qui apparaissent dans le miroir, l'odeur nauséabonde d'un vieux parfum, même une pièce secrète peinte en rouge dans le sous-sol qui aurait été utilisée pour des rites sataniques. Les témoignages des Lutz font froid dans le dos. Cathy affirme même avoir vu des yeux rouges l'observer à travers la fenêtre du salon. Et pour ceux qui ont vu le film, c'est un récapitulatif, mais le plaisir de la vidéo s'en vient juste après ça. Fait que restez là. George, lui, se serait réveillé chaque nuit, exactement à 3h15 du matin, l'heure supposée du massacre. Et je fais une petite parenthèse ici, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous réveiller plusieurs fois dans la même semaine, à la même heure, et à partir de combien de jours d'affilée vous avez commencé à avoir peur? Et George, après s'être réveillé à 3h15, il aurait découvert des nuées de mouches dans la maison, en plein hiver. Pas censé d'avoir des mouches. Évidemment, une telle histoire restera pas longtemps un secret. George et Cathy, avec l'aide d'un auteur, publient en 1977 le livre The Amityville Horror, qui va raconter en détail leur calvaire. Et ça va être un best-seller mondial. Et Hollywood va s'en emparer et en 1979, un film à succès, Amityville, la maison du diable, suivi de plusieurs suites qui sont pas si écoutables. Amityville va devenir le synonyme de maison hantée par excellence. On compte plus les documentaires, émissions, la TV, les articles. Les journalistes en recherche de sensations vont aller à la maison. C'est beau comme ça. Mais si tout ça était pas plutôt un canular? Au fil des années, il va y avoir de sérieuses incohérences dans le récit des Lutz, soulevées par des journalistes et des enquêteurs sceptiques. D'abord, il n'y a aucun voisin qui a remarqué quoi que ce soit dans les nuits où est-ce que c'est censé être arrivé. Pas de claquage de porte, pas de hurlements, pas de lumière bizarre, absolument rien. La police a reçu aucun appel des Lutz pendant ce bref séjour, parce que, rappelez-vous, ils ont été là pendant 28 jours seulement. Ensuite, les prétendus dégâts matériels. Il y aurait eu des portes arrachées, des volets brisés que les Lutz décrivent, mais ça colle pas. Parce que la famille suivante, les Cromarty, qui ont emménagé en 1977, a constaté que tout était en ordre. Et même la chambre rouge qui est présentée comme étant au sous-sol, qui aurait accueilli des rituels sataniques, en réalité, c'est un petit placard qui est bien visible. Les Lutz pouvaient pas le manquer pendant leur visite de la maison avant de l'acheter. Et il y avait même eu dans le récit des témoignages de sabots dans la neige autour de la maison, le 1er janvier 1976. Mais quand on fait une petite recherche de la météo pour la région et cette date-là, il y a eu 0 précipitation. Mais ce qui est le plus troublant, c'est qu'il y a un certain William Weber, qui est avocat de Ronald Defoe.
le tueur. Il a avoué son rôle dans l'affaire. Il cherchait un moyen de faire profiter de la médiatisation à son client pour rapporter un peu d'argent. Il a même raconté que les Lutz, et selon ses propres dires, ils auraient fabriqué ensemble l'histoire autour d'une bonne bouteille de vin. Je sais que ce livre est un canular. On a créé cette histoire d'horreur autour de plusieurs bouteilles de vin, va-t-il déclarer sans détour en 1979. Et les Lutz, de leur côté, ont toujours juré avoir dit la vérité. Et ils ont même passé un test de polygraphe qui s'est avéré genre négatif, là. Ils mentaient pas, selon le test. Mais pour ce que ça en vaut... Mais durant une confrontation judiciaire, ils ont fini par admettre que pratiquement tout dans The Amityville Horror, le livre, pas le film, relevait de la fiction selon un article du Skeptical Inquirer qui rapporte le procès. Et il y a eu plusieurs poursuites dans cette histoire-là. Weber a poursuivi les Lutz pour rupture de contrat. Il espérait un livre coécrit, mais ils l'ont plutôt court-circuité avec Jay Henson, la personne qui a écrit le livre. Et les nouveaux propriétaires ont même porté plainte contre les Lutz et l'éditeur du livre, parce que là, il y a tout le temps du monde qui s'en vont chez eux pour voir la maison. Imagine un peu, ça paraît banal, puis comme se dire que, OK, c'est des Karen ou quelque chose dans le genre. Mais là, t'as tout le temps du monde qui passe en auto, qui arrête, qui sort, qui marche sur ton terrain. Tu sais, à un moment donné, 2 semaines, c'est correct, là. Mais quand que ça dure, puis ça dure, je peux absolument les comprendre. Peut-être pas de poursuivre, mais quand même. Et selon James Cromartie, qui a vécu là avec sa femme pendant 10 ans, il a témoigné qu'il s'est jamais rien passé de bizarre, à part les gens qui débarquaient à cause du livre et du film. Au final, la maison d'Amityville, c'est peut-être moins celle d'une histoire de maison hantée, mais peut-être plus d'un coup de pub réussi. Et on s'en va de l'autre côté de l'Atlantique pour la maison la plus hantée d'Angleterre. Et pour ceux qui en voudraient plus, n'hésitez pas à aller sur le Patreon, il y a du contenu exclusif ou tout simplement pour me soutenir et il y a même des accès gratuits. Bienvenue à Borley Rectory, souvent appelé le manoir de Borley. C'est un ancien grand presbytère victorien en briques rouges qui était situé dans un petit village de l'Essex en Angleterre. L'histoire commence vers la fin du 19e siècle. Le manoir est construit en 1862 pour le révérend Henry Bull. Rapidement, les résidents et les domestiques prétendent assister à des phénomènes étranges, comme l'apparition d'une nonne fantomatique qui se promène dans le jardin. Il y aurait des bruits de pas dans les couloirs, la sonnette de service qui sonnerait tout seul en pleine nuit. Et il y a même une vieille légende locale, d'une histoire tragique. Une nonne du coin serait tombée amoureuse d'un cocher. Le couple aurait tenté de s'enfuir, mais le père supérieur les aurait rattrapés et condamnés. L'homme a été exécuté et la nonne a été murée vivante dans les sous-sols du couvent. Ça pose quand même l'ambiance pour une histoire de maison hantée, là. On se le cachera pas. Dans les années 1920 et 1930, c'est le neveu du révérend, Lionel Foyster, qui vit là avec sa jeune épouse Marianne. Et eux aussi vont rapporter des incidents spectaculaires, des écritures mystérieuses qui apparaissent sur les murs, adressées à Marianne. Marianne, s'il vous plaît, aidez-moi à partir. Poltergeist qui jette des roches ou fait voler des objets. Et il y aurait même eu de la lévitation de la jeune épouse. Et Marianne aurait même été poussée en bas de son lit. On parle d'environ 2000 incidents paranormaux enregistrés au fil du temps. Ça commence à faire beaucoup d'événements paranormaux quand on sait qu'il y a des gens qui font ça à temps plein puis qui n'ont jamais rien vu. Dans les années 30, ça va être des hordes de curieux qui vont affluer. Des bus entiers partis de Londres pour passer devant le fameux manoir. L'histoire s'est répandue. Mais au milieu de tout ça, il y a un homme qui va jouer un rôle clé. Harry Price. C'est un célèbre enquêteur paranormal britannique. C'est un peu comme le premier chasseur de fantômes. Intrigué, Price, il va visiter Borley dès 1929 et il va se prendre de passion pour le lieu. En 1937, après le départ des Forster, il va carrément louer le manoir pendant une année entière pour étudier. Il va installer des appareils, réaliser des expériences et tout consigner. Et en 1938, Price va même organiser des séances de spiritisme. Lors de l'une d'elles, un médium va affirmer entrer en contact avec un esprit maléfique qui prédit qu'un incendie va ravager le manoir. Et devinez quoi? Cet incendie-là va arriver. La prophétie se réalise partiellement en février 1932. Un feu accidentel qui aurait été apparemment causé par la chute d'une lampe à l'huile. Ça va détruire la maison
Et dans les ruines calcinées, Price va fouiller la cave en 1943 seulement. C'est beaucoup d'années après. Mais il va trouver des ossements de jeunes femmes. Mais la locale va rester sceptique. Certains pensent que ça serait des ossements de cochon. C'est pas pareil. En tout cas. En 1944, Harry Price va publier un livre, The Most Haunted House in England, la maison la plus hantée d'Angleterre, où il va compiler toutes les manifestations inexpliquées observées à Borley. Et cet ouvrage va devenir la Bible du surnaturel pour toute une génération de passionnés. Et pendant plusieurs années, Borley Rectory va être comme pointé du doigt comme étant le cas le mieux documenté d'événements paranormaux. Même après la mort de Price en 1948, son travail continue d'être admiré pendant un instant. Parce que Borley aussi, c'est une gigantesque mise en scène. Un reporter du Daily Mail qui accompagnait Harry en 1929 va raconter plus tard qu'en plein reportage, une pierre lui est comme tombée dessus. Et il va avoir pris Price la main dans le sac. Il y avait les poches bien pleines de roches. Ça rime, puis c'est malade. Autrement dit, Harry Price aurait lui-même truqué les phénomènes pour impressionner son monde. Et après sa mort, 3 membres éminents de la Society for Physical Research, c'est la société de recherche psychique de Londres, vont décider de faire la lumière enfin sur cette histoire. En 1956, ils vont publier un rapport dévastateur. The Haunting of Borley Rectory. Leur conclusion va être sans appel. Beaucoup des soi-disant événements surnaturels relèvent soit de la fraude pure, soit d'explications tout à fait rationnelles. Bruit causé par des rats, acoustiques bizarres de la bâtisse, des craques dans les fenêtres. Et ils vont même noter, ironiquement, que plus qu'ils enquêtent, plus qu'il y a de preuves que c'est pas vrai. Et le rapport de la SPR va aussi relever que Marianne Foister, la jeune épouse du révérend, s'était prêtée à des jeux. Elle a admis qu'elle n'avait jamais vu la moindre apparition et que les fameux bruits spectrales provenaient du vent ou de farces qu'elle organisait elle-même pour taquiner son mari. Et elle va même dire qu'il y a des amis de la famille qui se cachaient dans la maison pour faire croire à son mari qu'il y avait des esprits. Plus que j'ai cherché cette histoire-là, plus que je me dis, mais coudonc, le gars est totalement con. De son côté, la première famille, les Bull, n'était pas en reste parce que les enfants du révérend Henry Bull vont être interrogés bien plus tard. Et ils vont décrire n'avoir jamais rien vu de surnaturel durant leur jeunesse à la maison. Et ils vont vraiment tomber des nues en apprenant qu'on la qualifie de la maison la plus hantée d'Angleterre. Mais c'est pas tout. Il y a encore du stock. Dans les années 2000, un livre choc va sortir en Angleterre. We Faked the Ghost of Borley Rectory. Nous avons fabriqué les fantômes de Borley Rectory. Et son auteur, Louis Marieling, n'est nul autre qu'un ancien domestique et proche de la famille qui a grandi dans le manoir au début du 20e siècle. Il était âgé de 26 ans en 1938 et il était aux premières loges quand Harry Price menait son enquête. Il va tout balancer depuis le début. De nombreux phénomènes avaient été truqués par les habitants eux-mêmes. Lorsque la presse ou le public arrivait à la maison, la famille en aurait mis une couche pour leur faire croire toutes sortes de choses. Ils auraient utilisé des perches, des bâtons, truqué toute la patente. Ils ont même dit qu'il y avait un enfant qui était caché dans les renforcements du piano pour pincer les cordes. Mais je sais pas, mais semble que ma première réaction si je vois un piano qui joue tout seul, c'est de regarder là, autour, en dessous, genre, je comprends pas. Mais quant au Foister, Marieling va révéler qu'il y avait des motivations terre à terre. Parce que le révérend Lionel, avec son salaire d'environ 6 livres sterling par semaine, il a vu dans la notoriété de la maison hantée de Borley un genre de moyen d'arrondir ses fins de mois. Et je peux pas lui en vouloir pour ça. Mais évidemment, il y a des passionnés du paranormal qui ont continué de défendre Price en disant que oui, certains événements auraient été truqués, mais que d'autres étaient bel et bien réels. Mais ça, on le saura jamais parce que Borley Rectory aujourd'hui n'existe plus. Revenons aux États-Unis, sur la côte ouest, en direction de San Jose, en Californie, devant une étrange demeure victorienne. C'est la fameuse Winchester Mystery House. Et si un jour vous visitez cet endroit, vous risquez d'être aussi fasciné que perdu. C'est un labyrinthe de 160 pièces, rempli d'escaliers qui mènent
absolument nulle part. Des portes qui donnent sur des murs ou même sur le vide. Des couloirs sans issue et des fenêtres intérieures. L'architecture de cette maison-là semble avoir ni queue ni tête, mais la légende attachée à cette maison, on la murmure aux touristes depuis des décennies. Sarah Winchester, la riche propriétaire, serait devenue folle de chagrin et de peur. C'est la veuve de l'héritière des armes à feu Winchester. Mais Sarah a connu un destin tragique. Son mari, William, va mourir prématurément de tuberculose en 1881, peu de temps après la perte de leur bébé unique. Et elle est héritière d'une immense fortune, de 50% de l'entreprise Winchester. Sarah va se retrouver seule, inconsolable et potentiellement maudite. Ça, c'est si on croit les rumeurs. Parce que les armes Winchester ont fait des ravages. On les accuse d'avoir fauché tellement de vies. Et selon le mythe, Sarah serait hantée par les âmes de toutes les victimes tuées par les fusils de son mari. Paniquée, elle aurait consulté un médium qui lui aurait donné ce conseil étrange. Tant que tu continueras à construire, à ajouter des pièces à ta maison, les esprits furieux ne pourront pas te prendre la vie. Mais si jamais tu t'arrêtes de bâtir, tu mourras. Et ainsi débute l'histoire de la maison Winchester. À partir de 1884, fraîchement installée en Californie, Sarah se met à agrandir sans fin une modeste maison de campagne pour en faire un manoir tentaculaire. Pendant 38 ans, jusqu'à sa mort en 1922, la construction ne s'arrêtera jamais. C'est ce qu'on raconte. Des équipes d'ouvriers se relient jour et nuit pour ajouter de nouvelles ailes, de nouveaux étages, casser des murs, reconstruire ailleurs, dans un chantier perpétuel. Et c'est Sarah qui aurait même dessiné les plans, qui lui auraient été dictés par des esprits pendant des séances de spiritisme. Et toutes les choses qui font pas de sens dans la maison, comme les escaliers qui s'en vont nulle part, les portes qui ouvrent sur absolument rien, ça aurait été pour mélanger les esprits qui seraient venus pour essayer de la trouver et de la tuer. C'est une histoire digne d'un film d'horreur. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui existent. Un qui a été fait en 2018, mais il y en a un de Stephen King. En fait, c'est Rose Red. Et pour ceux qui connaissent ce film-là, et je sais même pas s'il y a un livre sur l'histoire, j'ai écouté ça quand j'étais plus jeune, en une nuit, ça dure 4 heures, c'était interminable. Écoutez-le pas, c'est juste ce que je veux vous dire. Mais la réalité est bien différente de cette légende-là. En réalité, les historiens peinent à trouver la moindre preuve que Sarah Winchester ait cru un seul instant à être pourchassée par des revenants. Ça sort de où? Son portrait est bien éloigné de la veuve folle décrite par le folklore. Son avocat personnel, qui était resté proche d'elle jusqu'à sa mort, va déclarer « Sarah était aussi saine d'esprit et ludique que n'importe qui. Elle avait même une meilleure compréhension des affaires et des finances que la plupart des hommes. » C'est pas vraiment le profil d'une femme délirante. Mais en fouillant dans les archives, on découvre que Sarah avait d'autres raisons, bien terre à terre, de construire sa maison. Après le décès de son mari en 1881, elle va quitter la côte Est pour s'installer en Californie, tout simplement pour se rapprocher de sa famille. 2 de ses sœurs vivent dans la région de San Francisco, qui est pas très loin de San Jose. Son beau-frère est président d'une université locale. En gros, elle veut juste tourner la page puis se rapprocher de sa famille. Et son médecin lui aurait suggéré que le climat chaud et sec de la Californie ferait du bien à son arthrite rhumatoïde. Donc, Sarah va acheter une ferme en 1884 à San Jose et elle va décider de l'agrandir, peut-être pour y loger toute sa famille. Ça fait beaucoup plus de sens comme histoire. Et elle est née dans le luxe et puis elle aime l'architecture. Donc, elle se lance dans un projet qui la passionne, véritablement, l'architecture et le design. Au début, elle va engager des architectes, mais elle est tellement perfectionniste et indépendante qu'elle va finir par tous les renvoyer et décider de dessiner elle-même. Et c'est pour ça que la maison est tout croche, parce qu'elle est autodidacte. Elle va faire des erreurs. On va déconstruire ça, on va refaire un escalier là. Bref, il n'y en a pas de problème pour Sarah, parce que son budget est illimité. Et quand je dis illimité, là, c'est illimité. C'est environ 1 000 $ par jour de rente qu'elle reçoit. C'est l'équivalent de comme 25 000 $ aujourd'hui. Et j'ai fait le calcul fois 365 et ça donne quelque chose comme 9 ou 10 millions par année. Donc, il n'y en a pas de problème. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, mais qui en voudraient plus, les Doors to Nowhere, les portes qui s'en vont nulle part, en fait, c'est qu'en 1906, il y a eu un terrible tremblement de terre. Il y a comme une partie de la maison qui s'est affaissée. Et Sarah a décidé de juste condamner ça en briques pour comme continuer de construire à côté.
Pourquoi, je sais pas, mais c'était plus simple comme ça. Pour ce qui est des escaliers miniatures qui tournicotent, ben Sarah avait de graves rhumatismes et elle les a fait refaire pour avoir des marches plus basses, pour moins souffrir en montant les marches, ce qui leur donne comme un aspect inhabituel. Mais il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Mais pourquoi la maison a cette réputation-là? Ben, au 19e siècle, il ne faut pas oublier que les États-Unis baignent dans le spiritisme. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Il y a, je me rappelle plus combien, là, vous pourrez me corriger en commentaire, mais genre 30% de la population qui est dans le spiritisme. C'était proche de devenir une religion à part entière. Après la mort de Sarah en 1922, ses biographes et employés ont bien tenté de démentir les rumeurs en affirmant qu'elle n'était ni superstitieuse ni folle, juste réservée. Mais c'était peine perdue, la légende était déjà bien ancrée. Et d'autant plus que juste quelques mois après sa mort, la maison ouvre déjà comme attraction payante en 1923. Les nouveaux propriétaires, un entrepreneur du nom de John Brown, il voit tout de suite un filon et il va rebaptiser la maison en Mystery House. C'est un format un petit peu différent, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup encore à tout le monde, c'est vraiment apprécié, je vous adore. À la prochaine!